La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de salaire, on va parler de gros sous, on va parler d'emploi, on va parler d'intérim, puisque notre invité c'est Alexandre Viros, il est le président France d'Adecco Group. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions évidemment, parce qu'on voit bien que votre métier change beaucoup. À chaque fois que vous venez ici, vous venez nous l'expliquer. Le recrutement en ligne devient de plus en plus important. En même temps, on voit que finalement, le diplôme, c'est de moins en moins important. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Mais est-ce que c'est pas un peu du pipeau aussi? Vous nous direz sur quoi, qu'est-ce qu'il y a de tangible pour recruter quelqu'un. Mais d'abord, une petite question. Vous êtes passé par les SNCF, si mes souvenirs sont bons. Oui, absolument. Vous étiez le patron de Oui SNCF. Lorsque vous voyez ce qui se passe, là, vous vous dites quoi? Il n'y a plus de dialogue social parce que là, le Jean-Pierre Farandou, là, il est en train de négocier, mais il s'est fait souffler dans les bronches, paraît-il. J'ai quitté la SNCF il y a quelques années. Bon, d'abord, je pense à tous les voyageurs qui vont être privés de transport pendant cette période. C'est terrible. Je pense que ça traduit évidemment un dialogue social qui fonctionne mal et aussi des organisations qui ont du mal à maîtriser, de ce que j'en comprends, une partie de leurs troupes. Et je pense aussi beaucoup, pour l'avoir vécu, à toutes les équipes qui, elles, seront sur le pont pendant cette période pour compenser du mieux qu'elles pourront mes anciennes équipes et mes anciens collègues. Oh, d'accord, bon, ça c'est voilà. Mais peut-être un peu plus sur le fond. Est-ce que je sais pas, est-ce que vous recrutez, je sais pas, on peut pas recruter chez vous, chez Adecco, des conducteurs de train, des conducteurs d'autobus, des chauffeurs d'autobus, c'est pas possible? C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Toutefois, la SNCF fait partie aussi de nos clients importants dans les centres de maintenance, mais aussi dans l'informatique. C'est pour ça que vous êtes prudent, quoi. Oui, voilà. D'accord. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, on voit que le marché de l'emploi a beaucoup évolué. Même le rapport au travail a beaucoup évolué. Et donc, vous êtes un peu un très bon testeur de cette évolution. Si on essaie d'abord de faire le bilan de l'intérim 2022, c'est bientôt la fin de l'année. Oui, alors le bilan de l'intérim est plutôt bon parce qu'on continue sur les derniers chiffres que nous avons eus de constater une progression par rapport à l'année 2021. Il y a une décélération, mais il y a quand même de la croissance. Dans un contexte qui est assez étonnant parce qu'il y a une sorte de ralentissement de l'économie, c'est vrai, et pour autant la dynamique d'emploi est pas cassée. Et d'ailleurs, on voit bien quand on interroge les chefs d'entreprise qui sont nos clients que le principal frein qu'aujourd'hui ils identifient à la mobilisation de leur outil de production ou à leur dynamique économique, c'est justement le recrutement. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que c'est un ralentissement économique qui ne s'accompagne pas, jusqu'ici, il faut être très prudent, qui ne s'accompagne pas d'un ralentissement de la dynamique d'emploi. Ceci étant, en résumé, la dynamique d'emploi, elle reste positive, mais c'est hétérogène. Oui. C'est hétérogène parce que il y a un ralentissement dans les métiers du transport et de la logistique en général, il y a un ralentissement dans le BTP, mais de l'autre côté, dans la distribution, le retail, on voit que ça continue de progresser, dans l'automobile, dans l'industrie aussi. Mais est-ce que vous avez, là je repose ma question, est-ce que vous avez des chauffeurs sous le coude? On a des choses. Alors, c'est une catégorie d'emploi qui est quand même très compliquée, à peu près comme toutes les catégories d'emploi, pour être parfaitement honnête aujourd'hui, quand on parle de pénurie. Donc, ça fait partie des profils qui sont convoités, ils sont importants. Mais c'est difficile aussi en logistique, c'est difficile en distribution, c'est difficile sur à peu près tous les secteurs. C'est la spécificité de cette période aujourd'hui. Elle est un peu atypique, mais je pense qu'elle est partie pour durer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le rapport de force est quand même plus favorable au travailleur, à l'employé, enfin à la personne qui travaille. La pénurie de talent, elle est toujours aussi aiguë, vous direz? La pénurie de talent, elle est aiguë. Je pense que d'ailleurs, il faut à un moment donné qu'on arrête de parler de pénurie parce que ça ne veut plus vraiment rien dire. Donc il faut utiliser quel mot? Moi, je pense qu'il faut juste intégrer le fait que moi, je suis dans le métier de la flexibilité, donc je pense que c'est la généralisation de la flexibilité et des formes de flexibilité. Flexibilité demandée par les entreprises parce que leur schéma de production n'arrête pas d'évoluer. On va le voir dans l'automobile, par exemple, on va passer du thermique à l'électrique. On voit que sur une chaîne de production, ça va changer. On va voir qu'en logistique, ça va changer. Donc les métiers changent.
Et on voit dans le comportement des travailleurs une flexibilité qui est beaucoup plus choisie que subie. C'est ce qu'on parle des changements, quand on parle des changements du rapport au travail. Là aussi, ça change. Donc c'est pour ça que cette espèce de... Le mot pénurie, on l'a employé parce qu'on était tous un petit peu abasourdis en sortie de Covid en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, c'est un phénomène beaucoup plus profond, mondial et parti pour durer, qui est un phénomène, je dirais, où ce qui est permanent, c'est le changement. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avant, l'intérim, on faisait ça dans l'attente d'un CDI, dans l'attente d'un vrai job, mais qu'aujourd'hui, ça devient un peu un parcours professionnel? Je pense qu'il y a... Alors vous me direz, vous travaillez chez Adecco, donc vous allez peut-être me dire oui, vous voyez, mais... Non, mais c'est pas parce que je travaille chez Adecco que mes convictions ont changé, c'est parce que j'ai un certain nombre de convictions que j'ai choisi de rejoindre et de diriger le groupe. Et justement, je pense que cette flexibilité, ce besoin de pouvoir définir sa trajectoire professionnelle, de pouvoir avoir le choix entre différentes entreprises, c'est quelque chose qui se développe. Je pense aussi que économiquement, ça a beaucoup de sens. Je pense qu'il y a une façon d'opérer de la flexibilité qui est responsable, y compris socialement, et que l'intérim y répond bien. Alors, ça reste un secteur qui est pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Il y a une surreprésentation des moins de 26 ans chez les jeunes, c'est à peu près 40%. 40%. Oui, parce que c'est une très bonne façon aussi d'entrer sur le marché du travail. Donc ça reste un métier tremplin qui est très bien. Mais et puis aussi, c'est un métier tremplin, et puis aussi, surtout, c'est qu'ils ne trouvent pas de boulot. Il y a les deux, parce que ça permet aussi de tester un certain nombre de choses, de tester son envie. Moi, quand je parle à des intérimaires, c'est aussi une façon de savoir si on veut aller sur tel ou tel métier et d'être un peu polysectoriel, quoi. C'est-à-dire, moi j'en connais c'est intéressant, qui vont du bâtiment à la logistique, à la pose de fibre optique, parce qu'ils s'intéressent à tous ces métiers-là, et ils disent, finalement, le monde va évoluer, et moi je veux pas le subir, je veux le choisir. Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe de plus de la situation française, c'est que d'un côté, la France est un grand consommateur de travail temporaire, la preuve, Adecco, vous, Alexandre Virros, et en même temps, on est dans un pays où l'emploi est très rigide, où il y a très peu de flexibilité. Alors, oui, c'est vrai que la France est un grand pays de l'intérim. Adecco, c'est son histoire, est née aussi en France. Donc la place de la France dans le groupe, exactement, avec Philippe Fauriel-Destezet via ECO. Donc ça fait partie des grandes réussites entrepreneuriales de la France. Donc ça explique peut-être la taille de la France dans le groupe Adecco. Ceci étant, je pense que en France, notre droit du travail est parfois un peu compliqué, donc il y a des rigidités d'un côté qui demandent à être compensées par des formes de flexibilité de l'autre. Bon, voilà, c'est un peu ça la situation. Bon, mais quand on regarde les comportements de nos candidats, ils sont finalement c'est marrant, c'est intéressant parce qu'ils sont très pragmatiques aussi, c'est-à-dire qu'ils passent par de l'intérim, ils peuvent faire du CDI, ils vont revenir à du CDD, ils vont revenir à de l'intérim. Ils choisissent leur propre parcours. Est-ce qu'il y a une pression très forte? On reviendra un peu sur votre métier, sur les enjeux de l'intérim, notamment avec le digital qui monte en puissance très forte. Et vous étiez venu nous annoncer le rachat de Capa, on s'en souvient, c'était une grosse acquisition, mais là on voit que c'était absolument indispensable. Juste le salaire sous pression, est-ce que c'est plus combien dans l'intérim? Alors, dans l'intérim, si vous voulez, c'est en France, l'intérim connaît ce qu'on appelle l'égalité de traitement. Donc, c'est-à-dire que les salaires sont coordonnés avec ceux des secteurs dans lesquels nous travaillons. Donc, il n'y a pas une spécificité de l'intérim en cette matière-là. On voit qu'il y a une pression, je dirais, un réajustement des salaires pour faire face à l'inflation, et donc ça fait partie des demandes. Nous, de notre côté, avec nos propres collaborateurs, on a fait le choix d'être assez volontariste, donc d'aller un peu plus loin que ce qu'on observe dans la moyenne française. Ça veut dire, donc ça fait quoi? Alors, on a plusieurs filiales, donc ce sera entre 4 et 4,8%, donc c'est plus que ce qui est observé. Oui, mais c'est pas le niveau de l'inflation. On est loin du niveau de l'inflation. Non, mais et d'ailleurs, on est loin de la SNCF. Je vais vous parler d'Adecco, mais je pense qu'il faut qu'on soit prudent pour éviter une espèce de spirale inflationniste sur les salaires, mais on a fait un effort et on fera un effort très important sur les plus bas salaires. On augmente aussi, c'est pas dans le salaire, le ticket restaurant à hauteur de 12,5% aussi, donc ça aussi c'est important. Et puis on va abonder au ticket transport à hauteur de 70% plutôt que de 50%. Donc il y a un ensemble de dispositifs qu'on estime, je dirais, pouvoir complètement jouer le jeu de la revalorisation pour nos collaborateurs. Oui. Et ça passe?
Ça passe, il y a des endroits où on a un accord, il y a des endroits où il n'y a pas d'accord malheureusement, il y a des endroits où l'accord est partiel. C'est la vie du dialogue social. En tous les cas, les salaires sont sous pression, notamment chez les cadres. Mais l'intérim, c'est moins sur les cadres, mais sur les cadres, on a une activité aussi sur. On a 3 activités, comme vous le savez. L'activité intérim telle qu'on la connaît, c'est celle pour laquelle nous sommes le plus connus. On a une société qui s'appelle LHH, qui fait aussi du recrutement de cadres et de dirigeants. Donc là, effectivement, on voit un objectif important, si j'en crois votre nouveau président. Absolument, parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore développer. On a la prétention de pouvoir être la solution, le grand agrégateur de tous des sujets de ressources humaines des plus grands clients dans le monde. Donc le recrutement de cadres en fait partie. Puis on a une 3e activité qui s'appelle Acodis, qui est une activité de technologie et d'ingénierie. Oui, et justement sur les cadres, là, vous observez des hausses, parce qu'en fait, ce sont un petit peu les oubliés de ces augmentations de salaire. Sur les cadres, on observe des hausses, mais qui sont assez disparates en fonction des secteurs. Et là, il y a des stop and go qu'on observe là-dessus. Ouais. Oui, donc ça, c'est un point important. Au niveau des recrutements maintenant, là aussi, ça change beaucoup. Hein. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alexandre Virros, mais on est beaucoup plus sur les soft skills que sur le diplôme. Sur les recrutements, il y a peut-être 2 choses. D'abord, il y a ce que vous dites justement, je pense que c'est les soft skills. Vous disiez, c'était sans doute, c'était une taquinerie au début. Est-ce que c'est pas, je sais pas quel est est-ce que c'est pas du flan, je sais pas ce que vous avez dit, pas du tout. Du pipeau. C'est pas du pipeau. C'est-à-dire que, et je me permets de vous dire ça, je pense que malheureusement, notre pays, il a un peu trop pensé comme ça, vous voyez. Bien sûr, parce que c'est pour ça que je vous ai tendu une perche. Non, parce que c'est très société du diplôme, très société du certificat. C'est bon. Il y a d'autres pays. J'ai la chance d'être dans un groupe où il y a 60 pays. Il y a d'autres pays, notamment du Nord, où on fait très attention à ces fameux soft skills. Et ça, c'est pas du pipeau. C'est-à-dire, ça veut dire travailler ensemble, revenir, accepter ce que les Anglais appellent le feedback, ça s'apprend, le donner, ça s'appelle le management. Et en France, on n'est pas très bon en management. Oui, mais c'est toutes ces choses-là, si vous voulez, le soin qu'on apporte à un travail bien fait, qui ne sont pas saisis uniquement par le certificat parce que vous avez fait ce que vous avez fait avant et donc vous allez le faire après, qui font que vous avez de la compétence. Et dans un monde où l'ensemble de compétences pour un métier donné va changer tous les 2-3 ans, vous avez intérêt à être au clair sur ce que sont vos soft skills et pas que vos hard skills, parce que ça, c'est votre actif et on ne vous l'enverra jamais. Donc il y a 2 catégories qu'il faut voir. Il y a les candidats les personnes qu'il faut aider à identifier les soft skills, mais je pense qu'il faut aussi maintenant accompagner les employeurs français à identifier, les entreprises, à identifier ces soft skills et à en faire quelque chose, parce que ça, c'est un vrai actif qui peut se développer. Donc ça, c'est le recrutement. Et puis, il faut bien identifier de quels soft skills vous avez besoin en fonction de votre secteur d'activité. Vous voyez, les soft skills, je dis n'importe quoi, chez L'Oréal, c'est pas les mêmes que si vous êtes chez Renault. Absolument, ou pas, et ce qui peut être la surprise, et ce qui peut permettre justement des transitions réussies d'un secteur à l'autre. Donc, première modification, les soft skills, et ça doit s'accompagner de formation tout au long de la vie. 2e modification très importante, c'est la digitalisation des processus de recrutement. C'est pour ça, vous le rappeliez, qu'on a racheté CAPA. Pourquoi ? Parce qu'on est le secteur qui, sans doute par rapport à d'autres secteurs que j'ai connus, c'est pas digitalisé autant que le retail, que le voyage, que la banque assurance, mais c'est en train de se bouleverser très fortement. Nos candidats aujourd'hui, ils ont leur vie dans un téléphone mobile. Donc aujourd'hui, ils acceptent des missions sur un téléphone mobile. C'est bouleversé aussi par des nouveaux entrants, type Indeed ou d'autres, qui eux ne sont que digitaux. Qui ne sont que digitaux. C'est pour ça qu'on a racheté CAPA, et c'est pour ça que d'ailleurs on voit, et c'est pas antithétique, il n'y a pas le digital d'un côté et les agences de l'autre. Tout ça doit arriver à fonctionner ensemble, à danser ensemble. C'est ce à quoi je travaille. Et CAPA, d'ailleurs, les chiffres le démontrent, c'est-à-dire la progression extrêmement forte. On parlait des jeunes. Vous avez des chiffres. Il y a 10 000 jeunes qui ont trouvé un job via votre plateforme CAPA. Entre juin et septembre, 10 000 jeunes ont trouvé, de moins de 27 ans, ont trouvé un métier grâce à CAPA. Et parmi ceux-là, 2000 de moins de 20 ans. De moins de 20 ans. Donc, l'intérim, qui a plusieurs dizaines d'années, vous voyez, est tout à fait capable de répondre aux demandes des très jeunes. Mais ça veut dire quand même que, je ne sais pas, dans 5 ans, ce sera peut-être pas moi, enfin en tous les cas, si vous êtes là et vous faites la même interview, est-ce que Adecco sera 100% digital ? Non. Non. Ça serait quoi ? Pour vous, le bon équilibre, il se situe où ? Si vous voulez, c'est pas l'idée. Vous savez, moi, j'ai voulu recruter 500 personnes dans les agences cette année en même temps que je faisais CAPA. Donc c'est pas contradictoire, c'est que ça va ensemble.
les métiers sans doute seront très différents. Parce qu'on attendra peut-être, et certainement dans un agence, plus de coaching, plus d'accompagnement, plus de formation, plus de rapports humains et une dimension beaucoup moins transactionnelle que le digital apporte, qui juste est là pour vous faciliter la vie. Oui, donc ça c'est quand même une évolution très structurante de votre métier. Le digital fait, enfin c'est d'ailleurs c'est quelque chose que les gens parfois ont du mal à comprendre, mais en réalité le digital change des processus, ce qu'on appelle les processus métiers, et y compris ce que le métier revêt. Donc ça évidemment il faut l'accompagner, mais c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment l'un avec l'autre. Vous disiez tout à l'heure que à peu près 40% des offres d'emploi, enfin, c'était des jeunes. Enfin, vous avez, dans votre vivier, vous avez 40% de jeunes. Vous avez combien le stock de seniors, il est de combien, puisqu'on va parler de la réforme des retraites en un mot Oui, on a approximativement 15% de seniors dans l'effectif de nos intérimaires. Je pense que c'est lié à la structure du secteur et je pense que c'est pas assez et je pense que ça nous interpelle et moi ça m'interpelle. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus en direction, de manière générale d'ailleurs, en direction de l'employabilité du travail. Il n'y a pas de demande du côté des entreprises. Oui, mais ça c'est pourquoi? C'est parce que la politique et l'approche, la stratégie d'emploi des seniors dans les entreprises, ça a été une stratégie de retraite anticipée des seniors. Donc c'est pas une stratégie d'emploi. Donc là, il faut qu'on change de logiciel. C'est une stratégie d'éviction. Exactement, mais on l'appelait. Bon, ouais. Donc il faut qu'on change de logiciel, comme on dit, comme on ne devrait pas dire d'ailleurs. Nous, on a fait un certain nombre de propositions. On a dit il faut moduler les cotisations sociales, faut favoriser l'activité à temps partiel pour les seniors et il faut débloquer la formation, y compris pour les seniors, donc le CPF, parce qu'on sait que les seniors ont recours 2 fois moins à la formation que le reste de la population. Et ça, c'est pas normal parce qu'il faut se former tout au long de la vie, y compris pour les seniors. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, dans le cadre de cette réforme des retraites qui devrait être annoncée vers le 10 janvier, mais on sait qu'il y a des négociations, notamment sur le senior, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Vous qui connaissez si bien ce secteur, Alexandre Véros, où est-ce qu'il faudrait mettre le curseur? Est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas, la négociation, elle doit porter sur quoi? Donc, bon, la négociation est en cours. Malheureusement, le dialogue social n'est pas toujours la qualité qu'on veut dans notre pays. Donc ça va sans dire, hein, mais c'est ainsi. Je pense que 64-65, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il faut, en tout cas, pas que ce soit brutal. Je ne suis pas très favorable à ce qu'il y ait des quotas. Je pense qu'en tout cas, en tant que chef d'entreprise, il faut faire un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire faciliter l'incentive, l'incitation à recruter des seniors. Je pense qu'il faut aussi s'occuper... alors c'est plus pour plus tard, mais des seniors avant qu'ils ne soient seniors. Moi par exemple, j'ai une idée qui, entre autres, mais je pense que vers 45 ans, de même qu'il peut y avoir un check-up médical, il faudrait un check-up professionnel. Parce que après, si vous voulez, c'est un peu tard. Donc je pense qu'il faut quand même se projeter sur sa deuxième moitié de carrière. Et ça peut faire partie des responsabilités des entreprises, ou que ça peut s'organiser. En tout cas, les grandes entreprises pourraient le faire en disant, voilà, il faut qu'on fasse un bilan sur les prochaines étapes. Donc voilà ce que je pense qu'on devrait faire. Et je vous donnais quelques mesures tout à l'heure que je pense favorable à l'emploi des seniors. Il y a un point sur lequel vous êtes très du reste, j'ai participé à un débat lors du sommet sur l'inclusion et la diversité avec quelqu'un qui est en charge de ça au sein de ADECO, Jean-François Conant. Vous avez fait 30 000 recrutements inclusifs, entre guillemets. Nous allons faire... Vous allez faire, en 2023, c'est l'objectif, pardon. Oui, nous allons faire 30 000 emplois inclusifs, absolument. Ouais. Donc, vous voyez comment ça s'organise, comment vous les choisissez Alors, on ne s'improvise pas, effectivement, employeur de l'inclusion. C'est un vrai métier. Et Jean-François Conant, que vous avez rencontré, incarne cette histoire, ce métier-là. Alors, comment ça s'organise? D'abord, on a un réseau qui s'appelle le réseau ADECO Inclusion, qui est dédié à l'insertion par le travail, parce qu'on pense que si les entreprises ne font pas partie de la solution, elles font partie du problème. Et donc là, il y a une démarche spécifique où on accepte une certaine approche des personnes concernées. On travaille avec les missions locales, les parties prenantes, pour accompagner des personnes très éloignées de l'emploi, donc généralement des personnes qui ont été plus d'1 an au chômage, dont les parcours sont un peu cabossés, et ça, on les aide. Donc on a aujourd'hui 120 agences, on en avait moins de 100 il y a quelques années. Je me souviens, on avait dit, il y en a 7500 personnes accompagnées et je voudrais qu'on passe à 15 000 et on passera à 15 000. Donc déjà, ça, c'est 15 000. Ensuite, il y a la question du handicap, parce que c'est parfois aussi le point aveugle ou trop longtemps des politiques d'emploi. Donc des entreprises. Et des entreprises. Donc nous allons, dans l'extension de notre accord handicap, maintenant l'étendre à l'intérim, donc c'est-à-dire accompagner les entreprises qui recrutent des intérimaires. Et là, il y aura 6500 personnes handicapées
qui seront recrutés via Adecco. Et enfin, il y a l'alternance qui permet l'inclusion par le travail des jeunes. Et là, on aura 8500 jeunes alternants. On en avait 8000 cette année. Ça fait de nous le premier employeur d'alternants en France. Donc tout ça mis ensemble, ça fait nos 30 000. Ça, c'est le recrutement. Ça veut dire aussi accompagner les entreprises. Il y a 15 000 entreprises. Oui, parce que ça, c'est votre recrutement de votre côté. Vous faites le job, mais maintenant, il faut que les entreprises... Alors, c'est pour ça qu'on va accompagner, 15 000 entreprises. On va accompagner 15 000 entreprises pour les aider à être des employeurs, à être elles-mêmes employeurs de l'inclusion. Et on a monté un CFA, un centre de formation des apprentis, des métiers de l'inclusion. On l'a fait avec l'AFPA, l'Association française pour la formation des adultes. Vous voyez, donc tout ça. D'ailleurs, il faut qu'on travaille en écosystème sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, c'est un écosystème. Les solutions sont multiples, mais effectivement, ça fait partie des objectifs importants. Les entreprises sont interpellées sur ces sujets-là de plus en plus. On parle par ailleurs beaucoup de RSE, mais souvent c'est le S est un peu l'oublié. On parle beaucoup de l'environnement et c'est une très bonne chose, mais le social, la dimension sociale de la responsabilité de l'entreprise, il faut qu'elle soit rendue tangible aujourd'hui. Il faut qu'elle ait une substance. Et donc ces initiatives dont je vous parle y répondent complètement. Juste en conclusion, le chiffre, l'augmentation de l'intérim en 2022 a été combien ? Là, les chiffres ne sont pas encore tombés, donc on verra. Là, sur octobre, on était à plus 1%. On verra, c'est peut-être 2-3%. On verra. C'est difficile de stabiliser ce chiffre aujourd'hui. Donc, je vous le dirai. Et c'est 2023 ? Vous pensez que ça sera stable là aussi, à peu près, 2023, on espère plutôt une stabilité, mais là aussi, si vous voyez, il y a tellement de facteurs. Mais c'est un peu ce qui traduit notre époque. C'est-à-dire, vous avez l'énergie, vous avez la guerre, vous avez un problème d'approvisionnement. C'est toujours été compliqué de se projeter, mais enfin là, ça n'a jamais été aussi complexe, parce que si la guerre s'arrête, ça repart très vite. Si elle continue plus longtemps, c'est évidemment plus compliqué. Encore un tout petit mot avant de parler de Roland-Garros, parce que vous avez signé un renouvellement de votre partenariat, ça c'est un point important. Sur la réforme de l'assurance chômage, vu qu'il y a un premier bilan qui a été fait, en fait, qui a été fait par l'UNEDIC et qui montre qu'il y a quand même une baisse très 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 sensible de l'allocation de l'indemnisation. Ça, c'est la réforme de l'assurance chômage. Pénico, c'est pas celle qui est arrivée. Ça, pour vous, c'est une bonne chose ou pas ? Alors, la réforme de l'assurance chômage, pour nous, c'est un peu tôt pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bon, il fallait de toute manière agir. Il y a un principe, en tout cas, il y a une conviction qui semble être celle du gouvernement que c'est une question d'incitation qui permet aux gens de retourner au travail. Nous, tel qu'on le regarde, pas d'impact. On verra. Pour le moment, ça n'a pas véritablement d'impact. Nous, on est quand même très attentifs à nos candidats, donc il faut pas. Moi, je ne voudrais pas qu'on les rende plus précaires parce que ce serait injuste et il y a une dimension un peu punitive qui n'est pas forcément compréhensible. Mais bon, pour le moment, c'est un peu tôt. Un mot sur Roland-Garros. Oui, on a re-signé avec Roland-Garros. On est un des fournisseurs de Roland-Garros. C'est un bonheur et une fierté pour plusieurs raisons. Le secteur du sport est un secteur évidemment important en France. Je crois 90 milliards si on met toute la partie médiatique de côté, donc c'est déjà important. Il très fédérateur. Très fédérateur. Il emploie 500 000 personnes. Nous, sur Roland-Garros, ça nous permet de déléguer 1000 personnes à différents postes au sein de Roland-Garros. Mais plus globalement, ça nous permet d'être un grand partenaire du tennis en général. L'année dernière, on avait 5000 intérimaires dédiés au sport. Là, on va passer à 10 000 cette année. Donc, je crois, pour moi, c'est un secteur très important, générateur de business, générateur d'emplois. Donc, il est normal et important qu'on soit dedans. Et donc important d'avoir son flagship. Et en plus, on est partenaire du tournoi en fauteuil de Roland-Garros. Et donc ça, c'est aussi très important pour nous. On parlait d'inclusion tout à l'heure. Et ça fait partie des éléments de démonstration. Et des ambitions pour 2023. Merci beaucoup, Alexandre Virose, d'avoir été avec nous. Donc, président pour la France d'Adecco Group. De très joyeuses fêtes. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Tout de suite, on retrouve François Sorel, Tech & Co. Vous pouvez évidemment, comme tous les soirs, il y a même le petit QR code, le replay. Et puis, sur le site de BFM Business et puis le podcast, bien sûr. J'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, très joyeux Noël. Nous, on se retrouve le 2 janvier, bon pied, bon oeil, pour essayer d'affronter cette année 2023. Bonne soirée. Good Evening Business,
La grande interview.